Les forces armées de la Confédération de l'AIS ont mené une opération d'envergure entre le 24 février et le 6 mars dernier. Cette opération, qui est à sa deuxième phase, qui s'appelle Yireko 2, a eu lieu dans le Gourma, dans la zone des 3 frontières. Vous savez, cette zone-là est une zone de tous les dangers, comme on le dit. Même quand l'armée française était là, l'armée française avait du mal, et très mal même, je dirais, à contrôler cette zone-là. Parce que c'était une zone où il était très difficile de contrôler. Parce que si, avant l'armée, avant qu'il y ait ce doigt de poursuite entre les 3 pays, du coup, les terroristes, quand ils faisaient des attaques du côté du Mali, ils allaient se cacher au-delà de la frontière, côté burkinabé ou côté du Niger, et vice-versa. Du coup, ce qui fait que les armées avaient énormément de difficultés à contrôler cette zone-là. Il faut aussi rappeler que cette zone-là est une zone stratégique du point de vue des ressources, que ce soit de l'or, du pétrole ou d'autres ressources du sous-sol. Ce qui fait que c'est une zone très, très, très convoitée. Et il y a énormément de trafiquants qui circulent dans cette zone-là, que ce soit des trafiquants d'or, leur paillage clandestin et autres. Du coup, cette opération a été vraiment une opération très réussie parce que les armées ont pu détruire beaucoup de bases militaires, beaucoup de bases terroristes, beaucoup de matériel. Et on voit dans les images que même, vous voyez, leur réserve de carburant, c'était... Moi, je me pose même la question, comment ils ont fait pour acheminer ce pétrole jusqu'à ce niveau-là? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au sein même de ces pays qui combattent, il y a un réseau d'information au service des terroristes et un réseau de passeurs qui les permet d'acheminer le matériel et qui leur permet d'acheminer le vivre. Donc, dans cette opération-là, il y a 3 éléments qui ont été réunis. Le premier, c'est l'expérience de l'armée malienne, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier. C'est une armée qui a longtemps combattu, qui a recruté en masse les dernières années, et que ces jeunes-là qui étaient dans l'armée et qui ont fait le front depuis des années, commencent à s'habituer à des fronts et commencent à maîtriser réellement le terrain. Donc, on a d'abord cette expérience. Après, on a l'expertise du Burkina Faso, de l'armée du Burkina. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la force de frappe de l'armée du Niger. Et je pense que cette opération qu'on appelle le Yireko, qu'ils ont nommé Yireko 2, si elle a réussi, c'est grâce à ces 3 éléments-là. Même le colonel Kamou, qui a dirigé cette opération, il était très content de dire que voilà, c'est une opération que tout le monde, tous ces soldats rêvent de faire. Parce que c'est une opération pour lui qui est une continuité d'une autre opération qu'il avait fait, qu'on appelle le Alopna. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez ces 3 armées réunies, qui est aujourd'hui, je peux dire, une seule armée, parce qu'on parle maintenant de l'armée de la Confédération du Sahel. Et je pense que là, c'est un élément très, très important de savoir que dans la lutte contre le terrorisme, il faut une coalition. Une coalition des pays qui connaissent le terrain. Qui maîtrisent les cachettes et qui maîtrisent aussi les stratégies et tous les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi est là et il est sans piquer. L'ennemi maîtrise le terrain, l'ennemi n'a pas d'identité, l'ennemi est parfois invisible, parce que parfois même c'est dans votre armée qu'il prend ces informations. On l'a vu il y a des années où des informateurs des groupes terroristes étaient même parfois des commandants de certaines armées. Donc, ce qui rend la lutte extrêmement difficile. Il a fallu que les armées fassent des enquêtes en interne. Il a fallu que certains militaires de rang se révoltent contre leurs supérieurs en sachant que ces gens-là les ont sacrifiés. Donc, c'est aujourd'hui une lutte extrêmement difficile à mener du point de vue de l'information, du point de vue du terrain qui est escarpé, difficile, très chaud, et je dirais même à la limite impraticable, parce que vous avez des températures parfois qui avoisinent les 45 degrés. Et à cela aussi, à cela s'ajoute la superficie que doit couvrir cette force armée-là. La superficie, je dirais, là l'opération s'est déroulée dans la zone des 3 frontières, mais moi je vous dis que je pense que cette opération-là, c'est une opération qui va toucher, ou bien qui touchera toute la bande qui sépare l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique
maghrébien. Parce que pour comprendre aujourd'hui en réalité ce qu'est le terrorisme, il faut aller au-delà de la zone de déroulement, la zone d'interaction des armées, c'est-à-dire là où les terroristes et les armées se frottent. Parce que la question du terrorisme n'est pas uniquement une question de religion, n'est pas une question d'ethnie. C'est une question aussi au-delà, c'est une question d'idéologie, une question même de race humaine, une race ou bien une communauté humaine qui se sent menacée dans les années à venir. Et là où je veux aller, c'est au niveau de ce qu'on appelle le Grand Israël. Le Grand Israël, parce qu'au début, vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, on parlait de l'État d'Israël. L'État d'Israël doit exister. Et depuis que l'État d'Israël a existé, vous avez le grand projet qu'on appelle le Grand Israël. Et Kadhafi, à ces années-là, avait très bien averti sur ce qu'allait devenir le Grand Israël. Et que le Grand Israël, aujourd'hui, est une menace pour toute la communauté arabe. Ça, il faut le savoir. Et certains mêmes analystes politiques disent que le terrorisme que nous avons aujourd'hui au niveau de la zone du Sahel est du terrorisme majoritairement financé par la Ligue arabe pour avoir des terres pour préparer ce projet-là dans les siècles ou les décennies à venir. Et ça, c'est une information qu'il ne faut pas du tout négliger. Parce que le Grand Israël a commencé aujourd'hui en Palestine. Et il finira par englober tout ce qui est la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc, jusqu'à la rive gauche du fleuve Sénégal. Parce que c'est exactement ce qu'a été le Grand Israël de l'époque. Et si vous voyez cette zone-là, c'est une zone exclusivement habitée par ce qu'on appelle les Arabes. Et aujourd'hui, ils se sentent menacés parce qu'ils ont peur de vivre ce que l'Israël est en train de faire vivre aujourd'hui les Palestiniens. C'est pour ça, d'après certains analystes politiques, ils pensent que ce projet du Grand Israël qui menace la communauté arabe est en train aussi de menacer le Sahel parce que eux, ils se préparent à une certaine expropriation ou un transfert forcé, exil forcé de population vers les terres africaines. C'est pourquoi ils essaient de grignoter petit à petit en créant des mouvements, en utilisant des gens qui habitent dans ces zones qui les ressemblent plus ou moins, mais qui ne sont pas réellement eux. Donc, aujourd'hui, d'après ces gens-là, c'est ça l'origine réellement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que l'Afrique doit avoir comme posture? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que la question qu'il faut, pour répondre à cette question-là, il faut partir de ce que l'AIS est en train de faire. Une coalition d'armées qui communique, qui partage des informations, qui combat ensemble, qui résiste ensemble, qui se replie ensemble. Parce qu'en réalité, le problème est le même et la menace est la même. Quelle que soit la nature du promoteur qui est derrière, que ce soit un pays occidental ou un pays arabe, comme le Qatar, le Qatar souvent qu'on cite dans des financements occultes comme ça, la menace est la même pour nous les subsahariens, c'est que ce qu'ils veulent, c'est en réalité avoir plus de gains de territoire sur nos terres. Donc, le terrorisme, revêt un caractère territorial. La guerre de l'espace, la guerre pour le territoire. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus, ces gens-là, ils vont armer de petits mouvements grignotés. Avant, on vous parlait de la bande du Sahel. Aujourd'hui, on vous parle d'attaques au Togo, parfois au Bénin. C'est pas anodin, parce qu'ils essaient d'attaquer par l'intérieur pour affaiblir la ligne de défense. Donc là, ce que l'Afrique doit faire, ou ce que les Africains doivent faire, c'est d'avoir une ligne d'attaque, une ligne de défense commune, composée de, je dirais, toutes les armées, qui va faire une bande, comme une bande militarisée. Je pense qu'il faut une zone militarisée depuis la Corne de l'Afrique jusqu'à la rive gauche du fleuve Sénégal. Et ça, si on le fait, on pourra maintenir ces gens-là là où ils sont et protéger les terres ouest africaines. Comme est aujourd'hui la Grande Muraille Verte, cette bande-là doit être une bande militarisée, constituée de toutes les armées subsahariennes pour défendre les terres subsahariennes, pour défendre aujourd'hui ce qu'est l'Afrique
au sud du Sahara. Et il y a une autre idéologie aussi qui est derrière, derrière cette guerre du terrorisme, c'est le fait que la plupart de ces personnes qui habitent cette bande-là sont de couleur plus claire et qui se voient plus maghrébins que subsahariens. Et le pouvoir dans ces zones-là est détenu par des subsahariens. Et ça crée un choc chez eux. La plupart d'entre eux ne le veulent pas. Ils pensent que c'est eux qui doivent diriger. Je vous prends un exemple, un pays comme la Mauritanie. Au début, le pouvoir n'était pas entièrement dominé par les Maures, mais au fil des années, depuis 1978, on voit que les Maures prennent le pouvoir et de plus en plus, les Noirs sont exclus de tout ce qui est stratégique du point de vue